Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau IFOP at Home, donc notre webinaire que nous avons en permanence initié tout au long de ces dernières semaines de la crise du coronavirus qui nous a frappé et qui nous a permis de détecter un certain nombre de tendances tout au long de cette période un petit peu inédite, où nous avons été finalement confrontés à quelque chose d'exceptionnel et qui a touché tous les secteurs de l'économie. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous consacrer à un secteur qui nous est cher à l'IFOP, qui est celui du luxe. IFOP est un institut leader sur le secteur du luxe, puisqu'aujourd'hui, nous avons des équipes dédiées qui accompagnent les grands acteurs du secteur au quotidien sur leurs enjeux de marque, de stratégie, d'innovation produit, de compréhension des tendances de consommation, de mesure de la satisfaction et de l'expérience client. Donc, sur tous les secteurs, tous les éléments qui peuvent au quotidien vous préoccuper, nous sommes présents et nous vous accompagnons dans votre réflexion. Effectivement, nous nous sommes dit qu'il était intéressant de nous pencher sur l'impact de cette crise inédite sur le secteur du luxe qui a parcouru tout au long de ces dernières décennies de nombreuses crises. Et il était intéressant de voir quel impact cette crise pourrait avoir sur les clients du secteur du luxe et ce que ça pourrait générer en termes de transformation pour le secteur du luxe pour arriver à attirer, séduire et rassurer ses clients. Alors, m'accompagne aujourd'hui, moi je suis Stéphane Truchy, je suis président d'IFOP et je suis accompagné par Valérie Chassé qui dirige les études qualitatives internationales à l'IFOP, qui a également énormément de connaissances des clients du secteur du luxe au niveau international. Bonjour Valérie. Bonjour. Et Rémi Oudguiri, directeur général de Sociovision. Sociovision est notre filiale qui s'occupe un petit peu de l'analyse des tendances sociologiques et qui a une très très grande, je dirais, histoire avec l'analyse et le suivi des tendances sociologiques, tendances d'opinion, tendances de consommation également. Bonjour Rémi. Oui, bonjour à tous. Voilà, donc on va démarrer cette séance avec finalement les questions que nous nous posons. Alors, je n'arrive pas à passer le slide. Voilà, pardon, voilà. On revient en arrière. C'est le suivant. Voilà. Donc là, les questions qu'on peut se poser quand on analyse un petit peu cette crise et ses impacts, c'est se demander si les choses vont changer dans la relation qu'auront les clients du luxe aux produits et à la consommation du luxe. D'abord, est-ce qu'on va être dans un phénomène de récession ou est-ce qu'on sera dans un retour à la croissance? Désaffection, rebond, c'est une vraie question. Les premiers indicateurs sont plutôt en faveur d'une reprise assez rapide, mais est-ce que ça sera confirmé au niveau international? La deuxième question, c'est est-ce que cette crise va remettre en question finalement la superficialité du luxe et est-ce qu'on va voir assister à une montée de l'essentialisme? Troisième question, c'est le revenge buying qu'on a souvent vu monter après les crises, c'est-à-dire l'espèce de luxe de compensation. Est-ce qu'il va cette fois encore jouer en faveur de la consommation de produits de luxe? Quatrième question, c'est la nouvelle solidarité. Est-ce que ce luxe plus engagé, plus généreux, va finalement modifier un petit peu la perception qu'auront les clients du luxe de la posture des marques de luxe? Autre question importante, c'est la transformation des comportements digitaux pendant cette période un petit peu exceptionnelle. Va-t-elle bouger également les façons de consommer, d'acheter et transformer la relation au luxe à travers les médias digitaux? Et enfin, y aura-t-il nécessité pour le luxe de faire émerger de nouvelles valeurs qui seront celles qu'ont envie d'adopter les consommateurs et les clients du luxe, parce que c'est vrai que les lignes ont bougé sociologiquement sur l'ensemble des secteurs et les gens ont évolué dans cette crise. Est-ce que le luxe devra en tenir compte et comment? Alors Rémi, la première phase de cette présentation, c'est de regarder un petit peu dans le rétroviseur et de se dire comment les crises précédentes ont pu impacter le secteur du luxe et qu'est-ce qu'on peut en retenir?
Oui, en effet, c'est un travail important que nous avons réalisé parce qu'avant d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer et ce qui probablement, en tout cas, d'essayer d'anticiper ce qui va se produire dans les mois et les années qui viennent, c'est important de faire un retour en arrière. Il n'y a pas de prospective sans rétrospective. Et on a observé, enfin, on a fait l'analyse d'un certain nombre de crises. Alors, vous les voyez à l'écran. Alors, on est remonté à ce qui est probablement la plus grande crise récente, en fait, elle a presque un siècle maintenant, la fameuse Grande Dépression de 1929. On a regardé également ce qui s'est produit lors du premier choc pétrolier en 1973. Il y a eu aussi aux États-Unis le choc du 11 septembre 2001. Il y a eu également une crise sanitaire en Asie du Sud-Est en 2002-2003. On a tous en tête, je pense, parce que c'est la plus récente, la crise financière de 2008-2009. Et puis enfin, plus proche de nous, la catastrophe de Fukushima. Alors, l'exercice auquel on s'est livré, c'est d'essayer non pas de faire un exercice d'historien ou d'économiste, mais simplement, à travers ces crises, d'essayer de repérer des constantes sociologiques dans la réaction qu'ont eu les consommateurs et qu'ont eu certains acteurs du luxe par rapport à ces crises. Alors, selon les crises, l'information disponible n'était pas toujours exhaustive, mais vous allez le voir, quand on se plonge un petit peu dans chacun de ces épisodes dramatiques, il y a un certain nombre d'enseignements qui vont nous permettre d'éclairer la période que nous traversons aujourd'hui. Alors, on va commencer par la crise de 1929. Alors, c'est une crise, il faut se rappeler, terrible. À l'époque, le chômage monte en flèche, 25% aux États-Unis, 26% en Allemagne. Et puis surtout, à cette époque, dans ces années-là, il n'y a pas la protection sociale d'aujourd'hui. Les gens ne sont pas aussi protégés. Donc ça a conduit d'abord à pas mal de révoltes dans beaucoup de pays. Rappelez-vous les raisins de la colère aux États-Unis. Et puis, comme vous le savez, la suite de l'histoire est assez tragique. Ça a fait le lit du nazisme et du fascisme. Alors, si on se concentre sur les effets sur la consommation de luxe, c'est intéressant de le voir à travers le prisme de la mode, parce que les années qui ont précédé la crise de 29, les fameuses années folles, on a assisté à une débauche d'énergie et de créativité dans le domaine du luxe. C'est la grande époque de Coco Chanel qui invente la coupe garçonne. Et la coupe garçonne, c'est à la fois un style, mais c'est aussi une philosophie, c'est l'émancipation féminine. Donc les années 20, c'est les années de progrès, où la mode se fait extravagante, où la mode se montre, où la mode se fait très singulière. Et le choc de 1929 va avoir comme effet de complètement remettre en question cette modernisation à la fois de la société et de la mode. Et du jour au lendemain, quasiment, on revient à la tradition et aux valeurs classiques. C'est-à-dire que ce mouvement d'émancipation des femmes, du jour au lendemain, est remis en cause. Et désormais, et on le voit dans le domaine de la mode devient beaucoup plus discrète, beaucoup moins voyante, beaucoup plus sobre. On revient aux coupes classiques, on revient aux coupes ajustées, alors qu'on avait plutôt tendance à valoriser les formes amples, un petit peu singulières. Et surtout, le luxe devient intérieur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas montrer sa richesse, il ne faut pas montrer sa distinction, et par conséquent, on ne renonce pas au luxe, simplement, le luxe va se loger dans le détail. Il va se loger, par exemple, dans les sous-vêtements qu'on ne voit pas. Il va se loger dans certaines finitions, dans la doublure des vêtements, etc. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une réaction classique. Pendant que la société souffre, évidemment, le luxe doit se faire plus discret. Et puis aussi, c'est intéressant, même si à cette époque, le luxe ne concerne évidemment pas autant de personnes qu'aujourd'hui, on commence à réfléchir à un luxe accessible, notamment pour viser ces jeunes femmes qui font face à des situations financières plus tendues. Donc, on lance les couturiers de l'époque, Chanel, Nina Ricci, les grandes maisons de l'époque, lancent des collections plus accessibles et commencent à réfléchir. Alors, plus accessible, ça veut dire il n'y aura pas de retouche, il n'y aura pas de personnalisation, ça sera plus standard, ça sera des coupes plus sportives. Et puis surtout, ça va permettre d'être accessible. Donc, voilà un certain nombre d'enseignements intéressants de cette grande crise de 1929. Alors, on va faire un grand saut dans l'histoire et on va regarder ce qui s'est passé lors du premier choc pétrolier. Vous vous rappelez, le premier choc pétrolier, c'est la fameuse guerre du Kippour, c'est les États de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, qui décident un embargo du pétrole à destination des pays occidentaux qui ont soutenu Israël. Et ça a pour effet direct d'augmenter sensiblement le prix du baril qui, en quelques mois,
quadruple. Et évidemment, tout le modèle de la société de consommation qui vit un petit peu ses heures de gloire, hein, en France, c'est la fin des heures, quasiment la fin de ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, et bien évidemment, du jour au lendemain, ce système se grippe. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que on voit comme réaction l'idée que, au fond, il va falloir redécouvrir une certaine forme de sobriété, hein, et notamment de sobriété énergétique, vivre plus avec moins. C'est ça, c'est un petit peu le début de ce qu'on voit maintenant de façon beaucoup plus massive, hein, le début non pas de la conscience écologique, mais de l'activisme et de la politique écologiste, en tout cas dans les pays occidentaux. Et à ce moment-là, la réaction, c'est de dire ce qui est important, c'est de redevenir à des choses qui ont la taille humaine. Il y a un livre qui fait un succès énorme, hein, Small is Beautiful. Hein. L'idée, c'est qu'il vaut mieux se recentrer sur des choses plus petites qui permettent justement d'éviter le gaspillage, qui permettent d'être en phase, au fond, avec ce cycle qui s'ouvre et que le Club de Rome, en 1972, dans ce rapport qui s'appelait Halte à la croissance, avait déjà mis en valeur. Et on voit un peu partout, alors c'est intéressant, c'était il y a plus de 40 ans maintenant, il y a quasiment 50 ans, les appels à la production nationale. Il faut absolument être solidaire sur le plan national, défendre les emplois nationaux, et donc, effectivement, il faut défendre une production du Made in. Et puis, c'est à ce moment-là également qu'émerge pour la première fois cette idée qu'il faut consommer de façon plus responsable. Il y a déjà pas mal de gens qui alertent sur la dégradation de l'environnement, sur l'épuisement à venir des ressources naturelles. Et donc là aussi, ça fait que d'un point de vue de la consommation, on revient à des formes plus sobres. Alors ensuite, on va encore faire un saut dans l'histoire pour arriver au 11 septembre 2001. Alors, le 11 septembre 2001, vous vous en rappelez, c'est un choc terrible, notamment aux États-Unis. Dans un premier temps, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce choc terrible, absolument inimaginable, ces avions qui se crashent, notamment à New York, mais pas seulement, eh bien, ça paralyse du jour au lendemain non seulement les consommateurs de luxe, mais les consommateurs tout court. Pendant quelques semaines, New York vit sous le régime de la sidération, et il y a un plongeon, alors évidemment, de la consommation en général, mais également du secteur du tourisme et des voyages. Or, il est bien évident que dans ces années-là, au début du XXIe siècle, le luxe, on l'achète encore beaucoup dans les aéroports, dans les boutiques de duty-free, et à cette époque, les grandes marques de luxe n'ont pas nécessairement, comme elles l'ont aujourd'hui, et à cause d'ailleurs de cela, développé un réseau de magasins en propre qui leur permet de contrôler et de préserver davantage leur marque. Donc, il y a un ralentissement spectaculaire de la consommation de luxe. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une résilience tout à fait remarquable, puisqu'après 2 mois de sidération, de ralentissement de la consommation, il y a aussi exactement ce qu'on a entendu dans les premières semaines du confinement et lors de la crise de 1929. Il faut revenir à une consommation plus sobre, plus responsable, moins voyante. Du jour au lendemain, il y a un rebond qui est spectaculaire. Hein, tous les observateurs l'observent. À New York, ça repart. Toutes les dépenses repartent à la hausse. Bon, les dépenses d'hôtellerie, de tourisme vont prendre un peu plus de temps pour repartir. Mais on voit un luxe qui revient avec une volonté affichée de se faire plaisir. Le luxe, enfin, c'est le rebond américain. C'est la résilience américaine. Consommer du luxe, consommer simplement de l'achat plaisir, c'est une façon de dire les terroristes ne vaincront pas, la civilisation américaine est résiliente, ça fait partir de ses forces. Alors évidemment, il y a une spécificité culturelle américaine dans cette réaction, mais il y a aussi quelque chose qu'on va retrouver ensuite dans un certain nombre d'autres crises. Alors, pas très longtemps après, il y a une épidémie. Alors, cette épidémie, elle naît en Chine, un peu comme la pandémie du coronavirus est née en Chine il y a quelques mois. C'est exactement le même scénario, sauf que ce scénario est beaucoup plus limité, comme vous pouvez le constater. Il y a eu en tout 8000 personnes qui ont été testées, contaminées, et il y a eu 800 décès, donc ce qui est vraiment très très peu par rapport à ce qu'on a vécu maintenant. Mais c'est intéressant parce qu'à l'époque, c'est circonscrit dans un certain nombre de pays, et puis il y a des mesures drastiques qui sont prises à ce moment-là, tests massifs, isolement systématique, quarantaine obligatoire, etc., qui fait qu'au bout de quelques mois, eh bien, la maladie disparaît. Alors, il y a un impact sur, évidemment, le luxe. Alors, exactement le même que le 11 septembre 2001, c'est-à-dire que, là encore, on ne peut plus voyager dans ces pays, il y a beaucoup d'interdictions qui sont faites de voyager, donc évidemment, ça impacte le secteur du luxe. Mais quand vous regardez les chiffres que vous avez à l'écran, l'impact, il est vraiment à court terme. On voit que
il y a un impact sur les chiffres d'LVMH au second trimestre de 2003. Hermès également, un petit peu, il y a un ralentissement, mais très vite, ça revient, ça repart. Et en ce qui concerne les implications financières, là aussi, elles ne sont pas tellement durables. Et il faut dire aussi, et c'est un point important, qu'à l'époque, la clientèle asiatique n'a pas l'importance qu'elle a encore aujourd'hui. Alors, il y a les Japonais, évidemment, mais qui sont moins touchés. Et puis, c'est surtout l'Europe et les États-Unis qui, encore, et c'est une vraie différence avec aujourd'hui, tiennent le haut du pavé dans la clientèle du luxe. Donc, c'est un impact limité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ensuite, le rebond et l'envie de revenir à la normale, de reconsommer de façon d'achat plaisir est important. La crise financière, bon, elle a eu lieu il y a maintenant plus de 10 ans. Alors, ce qui est intéressant dans cette crise financière, la comparaison avec aujourd'hui est intéressante, c'est que d'abord, le luxe a pris une importance énorme un peu partout dans le monde, en Asie et ailleurs. Et ce qu'on va voir dans les premiers mois, c'est exactement comme en 29, l'idée qu'il faut retourner à une consommation plus sobre et moins ostentatoire. Il faut revenir aux valeurs d'héritage et remettre au cœur de l'identité du luxe, parce qu'il y a cette idée qu'il y a un certain luxe un peu superficiel, ce qui s'est développé pendant la première décennie du XXIe siècle. Donc, on voit du jour au lendemain Gucci recommuniquer de façon très forte sur son créateur Gucci. On voit des marques comme Bottega Veneta faire des déclarations comme quoi elles allaient investir énormément dans le Made in Italy. Il faut revenir aux fondamentaux, il faut revenir aux savoir-faire locaux, nationaux, et annoncent qu'ils vont renforcer leur équipe d'artisans. Alors, il y a aussi, toutes les enquêtes le montrent, à ce moment-là, la valorisation du luxe comme une valeur refuge. Au fond, pour traverser la crise, rien de mieux que de posséder des objets dont on sait que dans 10 ans, certaines montres, certains accessoires de mode, etc., qui vont être là. Et donc, évidemment, ça favorise les marques qui ont un héritage. Et puis, il y a un recentrage. De même qu'en 29, on a recentré, on a lancé des lignes différentes. Ben là, il y a un recentrage qui prend la forme de réduction du rythme d'ouverture de magasins, du gel de recrutement de stars, de priorité aux métiers d'origine, et puis de se concentrer sur, au fond, les grands classiques. Hein. Mais attention, on va voir aussi, et c'est intéressant, au bout de quelques mois, dans un certain nombre de pays, revenir l'envie de consommer du luxe, l'envie de s'évader, et là encore, ça va repartir. Finalement, l'effet sera de court terme, moyen terme, mais pas de long terme. Et puis enfin, je vais finir avec la crise de Fukushima, la catastrophe de Fukushima, cette première crise nucléaire après celle de Tchernobyl qui avait eu dans les années 80. Bon, là, évidemment, on s'est beaucoup inquiété parce que ça touchait l'Asie. L'Asie était devenue centrale dans le luxe. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les Japonais ont réagi. Hein, les Japonais qui sont traditionnellement de grands consommateurs de luxe. Eh bien, ils ont fait attention beaucoup plus qu'avant à l'origine et à la composition des produits de luxe, mais plus généralement dans leur consommation. Les offres responsables, la notion d'éthique, la notion de respect de l'environnement, devient de plus en plus importante, à la fois dans la consommation de produits premium, mais également dans la consommation de produits courants. Et puis, même phénomène que dans beaucoup d'autres crises, une envie de marque plus discrète, avec un point très intéressant, les Japonais ne changent pas leur opinion profonde par rapport au luxe, ils restent de grands amateurs, ils restent de grands consommateurs de luxe. Et puis, comme aujourd'hui, avec l'épisode du coronavirus, on voit de grands groupes de luxe, de grandes marques de luxe, et bien être solidaires. Louis Vuitton, qui va être solidaire des victimes du séisme, Shiseido, le premier groupe cosmétique du Japon, offrir des produits, des désinfectants, etc., pour aider les populations. Donc, vous voyez, ce petit détour par l'histoire, alors j'ai été rapide, mais il montre quand même un certain nombre de constantes. Si on résume ces constantes, on voit toujours, en période de crise, qu'elle soit une crise économique, une crise sanitaire ou les deux, un retour aux racines, un désir de retour aux racines. C'est à la fois un désir de retour aux racines pour les individus consommateurs, mais aussi pour les marques. Au fond, c'est l'occasion de revisiter qui l'on est, son identité, de la remettre au cœur. Il y a une quête de sens aussi. Il y a l'idée qu'on va se concentrer sur ce qui fait vraiment sens, ce qui passe l'épreuve du temps, ce qui est permanent. Il y a la mise en avant du made in et du local, on le voit aujourd'hui. Il y a la valorisation du savoir-faire et de l'excellence, qui sont les valeurs clés du luxe et celles qui permettent justement de passer les crises parce que ça rassure sur la durée. Donc, cette notion de luxe d'investissement et de luxe de consommation. Et puis, toujours reviennent, alors on va assister aujourd'hui, ça va être intéressant de voir comment ça va se passer, mais le plaisir et l'expérience reviennent toujours, et beaucoup plus tôt d'ailleurs qu'on ne le pense. Et puis enfin, toujours la simplicité, la sobriété
et le refus de l'ostentation. C'est vrai que, et on a vu un certain nombre d'acteurs du luxe en plein confinement faire des déclarations en ce sens en disant qu'il fallait effectivement revenir aux fondamentaux et sortir d'une certaine posture totalement en contraste avec ce qui était en train de se passer. Donc, voilà ce qu'on a identifié comme constante à travers les crises. Ça nous permet déjà de décrypter ce qui est en train d'arriver. Et on va voir maintenant, et je vais laisser la parole à Stéphane, on va voir maintenant comment des grandes tendances, en plus de ces constantes, sont en train d'impacter le secteur du luxe. Alors effectivement, il y a des constantes qu'on va retrouver, mais il y a des choses qui bougent. C'est la première fois qu'on est face à une crise d'une telle ampleur qui touche à la fois, je dirais, le sanitaire et l'économique. Donc là, je vais vous demander de passer le slide suivant parce que je n'arrive pas à les passer. Bon, Rémi, si tu peux, voilà, passer le suivant. Voilà. Donc en fait, la première chose, et ça, c'est pas véritablement nouveau, mais en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on va le voir monter d'une manière un peu plus forte que on avait vu jusqu'à présent. C'est cette espèce, je dirais, de besoin de sécurité qui est à la fois sanitaire et économique. On est là dans une espèce de sentiment de danger physique et de danger dans ses moyens, sa capacité de dépense. Donc ça touche effectivement le secteur du luxe à plein de niveaux. Deuxième élément important, c'est ce besoin de cocooning. Cette période a été une période d'éloignement, a été une période où il a fallu s'isoler, se distancier des autres, avec à la fois de la peur, de la dépression pour beaucoup, et donc une insécurité relationnelle. Donc le luxe pourra jouer ce rôle de rapprocher, de redonner un peu ce plaisir, ce pampering, cette espèce de… Et là, il va falloir surfer sur cette tendance qui est très, très importante. La rationalisation des dépenses, évidemment. Là, on a beaucoup parlé de ce courant essentialiste qui risque effectivement de revenir en première ligne avec tout ce qui va se passer autour de la prudence, de la raison et de la contrainte dans la dépense. C'est un petit peu le prix à payer quand on est passé par une période de forte incertitude économique qui va certainement s'installer dans le long terme, on l'a vu, parce que les effets de la crise du Covid-19 vont se prolonger sur le plan économique. La consommation non ostentatoire, on l'a vu précédemment, elle est constante dans toutes les périodes de crise. Et là, on va aller un cran plus loin parce que dans cette ostentation, il y a tout cet élément lié au risque, au respect social, au respect des autres, au besoin d'être un petit peu low-key dans un moment où l'expression de la générosité du luxe peut être dérangeante. Et enfin, on va entrer, et le luxe n'y échappera pas, dans un modèle quand même économique de déconsommation, ou en tout cas de moindre consommation, où on va être sur de l'utilité, de la frugalité et ce qu'on appelle ce courant du lassisme-mort. Voilà une première grande tendance qui va se renforcer. Deuxième tendance, c'est l'urgence écologique. C'est l'écologique au sens large du terme. C'est là aussi un phénomène intéressant. C'est à la fois un moment où finalement l'écologie, il y a un lien entre la santé de la planète et la santé de l'individu qui se fait de façon évidente. Donc là, ce lien, il faudra l'intégrer dans la réflexion que les marques de luxe auront quant à l'expression de leur marque vis-à-vis des consommateurs. Élément important aussi, c'est le moment où l'intérêt individuel rejoint l'intérêt collectif dans la dimension écologique, ça c'est important, et la santé qui fait le lien entre le collectif et l'individuel, entre la planète et l'individu. Donc, tout ce courant autour de la santé, il va être très, très fort. Deuxième élément important, c'est la responsabilité 360 degrés des entreprises. Et là, on va toucher à tout ce qui est lié aux dimensions qui ont beaucoup été chahutées pendant toute cette période du Covid-19. C'est finalement la responsabilité politique, éthique, environnementale, tout ce qui est lié aussi à l'inclusivité qu'on a vu monter, mais qui va encore se réaffirmer. On le voit aussi sur le courant plus récent de ce qu'on a vu sur les éléments des crises liées au racisme, et puis tout ce qui est économique, cette dimension de partage qui va être au cœur des problématiques des consommateurs et des clients du luxe. Et enfin, le contrôle de la chaîne d'approvisionnement, la supply chain devient au cœur des préoccupations, traçabilité, contrôle, transparence, authenticité. Authenticité sera un mot-clé. Troisième méga trend, c'est le retour à la souveraineté, si on peut passer le suivant.
Voilà. Là, important, ça, on ne l'avait pas vu à ce point-là. Non, c'est sûr. Voilà. On ne l'avait pas vu à ce point-là dans les crises précédentes. Il y a eu effectivement des phénomènes de recentrage, mais là, on a véritablement une expression très forte du souverainisme, de la protection, de la défense. Il y a donc ce soutien à la production locale, qui est aussi soutien à la clientèle locale, plus largement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quel que soit le pays, on sent que ce soit des clientèles chinoises, américaines, européennes, tout le monde souhaite privilégier le local, comme si le local était plus sûr, qu'on le contrôlait mieux, qu'on avait moins d'incertitudes. Donc, on a ce premier élément de recentrage sur la production locale et également le recentrage sur la clientèle locale, parce que demain, il y aura moins de luxury travelers, puisqu'effectivement, la tendance, c'est qu'on a moins de clients internationaux. Il va falloir aller rechercher et restimuler les clientèles locales. Donc, alors, ce recentrage local, l'indépendance vis-à-vis de la Chine, on l'a souligné parce que dans la crise actuelle, notamment sur l'approvisionnement des masses, ça a été véritablement un point de questionnement. Cette dépendance de la Chine pose question, pose problème aux consommateurs internationaux, aux clients internationaux. Et là, l'idée de cette autarcie, de ne pas d'être dépendant des clientèles chinoises, de ne pas être dépendant de la production chinoise, est quelque chose qui va être important dans les semaines et les mois qui viennent. La promotion des héritages culturels, là, c'est tout ce qu'on a vu, c'est la quête de sens, c'est le retour aux fondamentaux, ça c'est une constante, mais qui va s'exprimer plus fortement sur la dimension de l'héritage culturel local. La montée du néonationalisme, c'est pas forcément quelque chose de très positif, mais c'est un petit peu la peur de l'ennemi étranger. Cette crise a révélé cette peur, cette angoisse du danger qui vient de dehors. Et là, il faudra en tenir compte. Ce virus a révélé des choses qu'aucune autre crise n'avait révélées à ce niveau-là. Et puis, enfin, si on va pousser un petit peu plus loin, c'est l'émergence de la sensibilité survivaliste. Là, c'est effectivement, on a entendu beaucoup de théories, des théories complotistes, le fantasme de fin du monde et le réveil du survivalisme qu'on va sentir beaucoup chez les clientèles les plus aisées, qui se sentent en grand danger, on le verra. Et il y a un certain nombre d'expressions de cette tendance dans ce que vous présentera Valérie tout à l'heure sur le survivalisme. Quatrième mégatrend, c'est le boom digital. Forcément, ce qui s'est passé ne va pas, on ne reviendra pas en arrière. Le confinement a modifié durablement les comportements digitaux dans le travail, dans le commerce, dans la vie sociale. Et ça, c'est installé et ça ne changera pas. Ça va probablement se nuancer avec le temps, mais des choses se sont ancrées. La montée de la créativité numérique, important parce qu'à partir du moment où beaucoup plus de choses se font de façon digitalisée et numérisée, il va falloir créer une nouvelle créativité, impulser une nouvelle créativité digitale, numérique autour des produits, des services, de partenariats, de la communication et de la technologie. Ça, c'est un phénomène que les marques devront intégrer. L'émergence du collectif digital, là aussi, c'est intéressant. Pendant longtemps, d'un côté, pendant longtemps, le digital était individuel et le physique était collectif. Hein, c'était un petit peu comme ça que se structurait le digital et le physique. On a une inversion de cette tendance, puisqu'aujourd'hui, le digital est devenu collectif, c'est ce qui nous réunit d'ailleurs aujourd'hui, et l'individuel est plus physique, puisque on va effectivement dans quelque chose qui a un petit peu inversé ce paradigme. Et enfin, la montée de l'intelligence artificielle, c'est certain qu'il y aura là-dessus de nouvelles choses très importantes qui vont se passer, notamment autour de tout ce qui est la connaissance du client, le data knowledge, les chatbox et l'intelligence artificielle en tant que, je dirais, inspiration pour l'industrie du luxe. Dernière tendance, la cinquième, c'est la décélération du monde. On est dans une recherche de simplification. C'est tout le courant du slow qu'on va sentir là derrière, c'est-à-dire slow consommation, le simple, le minimum, l'immédiat, donc simplifier la consommation, le refus de l'accumulation. Là, on est dans le déstockage, la qualité plutôt que la quantité, et tout ce courant du slow. On avait vu le courant du slow made, courant économique majeur qui est presque inhérent au secteur du luxe, qui va se transformer aussi dans la façon de consommer le luxe, dans la façon de vivre le luxe autour de ce slow life, de ce slow time et de ce slow made. Donc, c'est la nouvelle temporalité, une pause pour les consommateurs du luxe. Voilà, donc ça, ce sont les 5 mégatrends, ces choses qui sont particulières à cette crise et qu'on retrouve bien quand on voit l'analyse qu'a faite Rémi et qui vont certainement être décisives pour le futur. Alors, on a à partir de là travaillé, et je vais passer la parole à Valérie, sur les stratégies que finalement tout cela va un petit peu
initié en termes de stratégie pour les marques de luxe, dans ce luxe de l'après-Covid. Et donc, Valérie, je te laisse la parole sur les grandes tendances stratégiques qui vont se dessiner pour les grands acteurs du luxe. Merci Stéphane, bonjour à tous. Alors effectivement, il y a un certain nombre de stratégies qu'on a pu identifier pour le luxe, dont je dirais la première que vous allez donc reconnaître et par rapport à ce qu'on a pu voir au début dans ce que racontait Rémi, que les grandes crises en fait donnent quand même lieu à un retour à l'essentiel pour le luxe. Et qui, plus est aujourd'hui, ce retour s'inscrit très fortement dans une continuité avec la crise financière de 2008 et 2009, même si on s'en est remis, on en ressent fortement les effets par rapport au luxe, notamment sur ce besoin de retour à l'authenticité, à l'intemporalité au sens du luxe, donc en fait son ADN qui a effectivement fait un retour en force lors de cette crise et donc avec cette nouvelle crise sanitaire, économique et sociale, on voit en fait ce retour se renforcer donc ce besoin à nouveau d'authenticité, d'intemporalité, de sens au niveau du luxe, avec une valorisation par conséquent du temps long, du slow, comme vient de l'évoquer Stéphane, qui va se traduire par évidemment du savoir-faire, l'artisanat, un retour vers l'excellence. Donc tout ce qui va faire effectivement l'authenticité, l'intemporalité et le sens du luxe. On va retrouver l'importance de la durabilité, effectivement avec un respect pour les écosystèmes et au niveau du sourcing, donc là on va chercher effectivement ces ressources, la qualité des matières. On va un retour à acheter moins mais mieux, donc le fameux less is more. Et puis là aussi un retour vers un luxe sans excès, minimaliste, sobre, vers le non ostentatoire, comme on a pu le voir effectivement avant. Et aussi un retour vers une valorisation du luxe d'héritage et d'investissement, très important, et un retour très très intéressant vers une idée de 2 collections par an plutôt que 5, voire même une nouveauté très intéressante, une désaisonnalité en fait des collections qui a été lancée comme idée et certainement sera mise en place par Gucci et peut-être suivie par d'autres, mais on voit bien des bouleversements au niveau de même les collections pour être dans ce slow, encore une fois, de faire une pause et de retrouver encore une fois un sens à l'intemporalité, à l'authenticité du luxe, et sans être justement dans cette consommation débridée qu'on a pu constater à différents moments. Stéphane, là, je te repasse la parole un petit moment pour la prochaine. Oui, tout à fait. Alors, par contre, je vous laisse passer les slides parce que je n'y arrive pas. Pardon, voilà. Donc là, on a tout un grand chapitre sur les nouveaux engagements du luxe. Et là, ça touche beaucoup de choses. C'est des engagements un peu 360 degrés là aussi, avec bien entendu tout ce qui est cette culture de la solidarité que les marques de luxe ont été un peu les premières à engager. Hein, et on est sur cette care, la culture du care. Et là, on a un luxe qui est venu voler au secours des États déficients. Hein, on l'a vu avec un certain nombre d'initiatives, je les parcourais rapidement après. Les autres courants sont plus au niveau du durable. Et là, on a 3 tendances. Le zéro gaspillage, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose autour de ce lassisme, de cet essentialisme qu'on va retrouver ici. Le second hand, avec ce consommateur qui devient un consommateur revendeur, hein, le consommateur reseller, qui va, et là c'est quelque chose qui est en train de monter, j'y reviendrai. Et enfin l'environnement, avec tout le respect de la chaîne virtueuse qui va de la production jusqu'à la nature. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour nourrir un petit peu ces nouveaux engagements. Prochain slide, c'est ça, on va passer rapidement dessus. Vous avez vu toutes ces initiatives des marques de luxe qui ont à certains moments apporté un soutien soit au personnel soignant, soit aux États, soit dans la contribution sanitaire, avec des dons de marques, des dons d'High Net Worth Individuals qui ont pu supporter l'aide finalement pendant cette période de pandémie. Deuxième tendance d'expression, on va sur le slide suivant.
Là, on a toute cette tendance du zéro waste. C'est intéressant parce que les choses sont en train de bouger. Le luxe qui se positionne sur le recyclage de certains éléments. On voit cette marque de parfum qui s'appelle l'État libre d'Orange qui utilise des éléments de parfum, de déchets recyclés pour créer de nouvelles. C'est intéressant l'initiative. Alors, elle est marginale dans sa diffusion, mais l'initiative est intéressante. Elle est révélatrice que le luxe utilise des déchets pour constituer un parfum. C'est quand même symboliquement intéressant, ou alors on a, comme l'atelier Notify, toute cette tendance de l'upcycling, donc recycling d'un côté, upcycling de l'autre, où on va demander aux gens de faire revivre le revival de leurs items de mode préférés. Et ça, upcycling, recycling, c'est des choses qui vont forcément pousser le secteur en termes de valorisation des clients. Ça plaira aux clients. Autre tendance, c'est de tout ce qui est lié au second hand. Alors là, je vais passer un tout petit peu plus de temps là-dessus. C'est décisif. Qui eût cru il y a ne serait-ce que 10 ans que le luxe s'intéresserait au vintage et au second hand? Peut-être dans la création, mais dans la réutilisation des produits, c'est quand même quelque chose de totalement inédit au secteur du luxe. Le second hand représentera 25 milliards d'euros en 2020. C'est un marché considérable aujourd'hui. C'est un marché qui implique le consommateur, puisqu'il est lui-même, comme je le disais tout à l'heure, consumer reseller. Quand il achète, il pense à la valeur de l'investissement parce que c'est le prix auquel il pourra le revendre. Donc, on voit que dans la mécanique intellectuelle, notamment chez les plus jeunes, les millennials et les générations Z, c'est quelque chose qui va intégrer totalement le processus d'achat. On a également tout le succès des marques qui ont mis en avant des circuits de distribution. On voit par exemple Richemont avec Watchfinder qui achète son propre circuit de distribution de produits second hand, et on a des marques, notamment dans l'horlogerie, l'horlogerie, qui ont créé des espaces pour les collectionneurs pour finalement faire du deal sur des produits de second hand, voire des endroits comme Boucherer où on a la possibilité dans un salon dédié, de faire certifier et vendre ces produits second hand. Juste 2 chiffres. Le succès de ces plateformes de retail pendant la crise, de retail de second hand, de resell, le Depop plus 150%, vestiaire collectif plus 20% en avril. Juste pour vous donner quelques chiffres pour montrer à quel point c'est massif. Autre expression, c'est le green luxury. On passe au slide suivant. Le green luxury, effectivement, c'était déjà une tendance, mais plus presque d'affichage. Aujourd'hui, ça doit être matérialisé à la fois par des offres et des produits. Alors, on a, par exemple, Condé Nast qui décide de passer dans une transition carbone-free toutes ses éditions. On a également cette marque italienne, Nemanti, qui propose du cuir vegan. On a même le secteur du yachting qui se permet de faire de l'éco-yachting ou des possibilités, comme on l'a, bon, bien sûr, la clean beauty qui est clairement en avance sur ce point-là, mais également ces spas qui sont totalement conçus autour du durable avec les matériaux de construction durables, des spas bio, des soutiens également à l'écosystème de la local avec soutien à la population, soutien économique et protection de l'écosystème. Donc des démarches très très abouties, très poussées sur tous ces éléments écologiques. Voilà pour ce qui est de cette tendance. Je vais enchaîner avant de repasser la parole à Valérie pour une tendance très très importante qui est celle de tout ce qui est lié au wellness. Mais je vais passer un petit peu de temps sur cette idée du nouveau leadership du luxe parce que c'est quelque chose de très nouveau qu'on n'avait pas senti dans les crises précédentes et qui pointe de façon extrêmement forte aujourd'hui. Il y a eu une défiance par rapport à, je dirais, d'une certaine manière, à l'autorité. Globalement, cette crise a révélé une défiance à l'égard de l'autorité. Cette défiance a touché également les marques de luxe, ou touchera les marques de luxe, et il va y avoir un besoin d'une reprise de leadership de la part des marques de luxe, avec une nouvelle expression de l'autorité, une incarnation plus forte des marques qui ont un petit peu délégué leur autorité et sont devenues un petit peu moins fortes sur leur mission,
leur leadership, leur vision, leur posture. Et finalement, il faut reconstruire une cohérence dans le leadership. Ça, c'est un point extrêmement important. Il faut que les marques demain redeviennent très fortes, très légitimes. Deuxième élément, c'est la cohérence et la maîtrise de la parole. J'ai pris l'exemple d'Hermès, nous avons pris l'exemple d'Hermès ici, parce qu'Hermès est la marque qui gère extrêmement bien cette maîtrise de la parole, avec, en jouant sur les tonalités de prise de parole, mais en ayant toujours une posture extrêmement forte là-dessus, avec moins de messages, fini d'inonder de messages en permanence, cette sursollicitation fatigue, on n'en veut plus, donc moins de messages, une exposition contrôlée. Ça aussi, la maîtrise, c'est le contrôle, un contenu sélectif, cohérent dans le temps et dans la continuité. Voilà ce qu'on appelle la maîtrise de parole. Donc, vous, acteurs du secteur, soyez extrêmement vigilants sur votre capacité à créer de la cohérence et de contrôle dans la maîtrise de la parole. Et enfin, l'authenticité digitale. On est là face à un phénomène majeur, la montée des influenceurs et des micro-influenceurs qui ont encombrer l'espace de communication des marques, c'est peut-être la fin, la mort de ces micro-influenceurs non contrôlés, non gérés, qui ont une parole qui n'est pas véritablement légitime. Et là, la montée, au contraire, des ambassadeurs qui sont en harmonie avec la marque ou des influenceurs experts qui auront une prise de parole intelligente, référentielle. Et donc, un contenu qui sera toujours et qui devra toujours être validé par la marque. Donc, attention, danger, si on ne contrôle pas, si on ne reprend pas le leadership, danger pour les marques. Alors Valérie, on va passer sur ce dernier courant et on va y passer plus de temps, qui est le plus important de notre point de vue, c'est tout le courant du wellness, et je te laisse la parole. Merci beaucoup Stéphane. Oui, effectivement, alors nous avons identifié le wellness comme étant très très important. Pourquoi ? Parce qu'il va permettre de construire, de reconstruire, de se reconstruire. Il va permettre notamment de construire sa propre résilience. Donc, c'est vrai qu'on parle du luxe résilient. Pour les consommateurs, il s'agit aussi de construire sa propre résilience face à ce monde, face à ses agressions, face à un côté minant, aux inquiétudes, etc. Et puis, ça va permettre aussi de construire une nouvelle normalité à la fois sociale et puis dans la consommation, la manière de consommer, les lieux évidemment de consommation qui s'en trouveront également affectés. Donc, wellness, très très important, et wellness 360. Pourquoi ? Parce que ça va affecter effectivement à la fois la sphère sociale, la sphère personnelle, et notamment sur le registre du mental, parce que même ce qu'on va faire au niveau physique, pour construire sa résilience physique, ça va contribuer à ce bien-être mental. Et puis au niveau donc ambiant, ce qu'on a pu appeler ambiant, dans tout ce qui est effectivement environnement d'un lieu physique, et notamment le retail qu'on verra vers la fin. Donc le wellness 360, effectivement très très important comme stratégie demain pour les marques de luxe. Alors, je vous propose de voir en détail dans un premier temps le mental wellness, donc ce qui relève de la sphère personnelle, qui est beaucoup sur la quête du refuge. Et on verra en détail comment cela se traduit, se manifeste, ce qu'on peut rechercher, la quête de l'évasion, qui va quelque part rejoindre aussi cette quête de refuge, puisque c'est chercher un refuge dans un ailleurs, et puis finalement se défendre avec style, et notamment comment cette crise va se transformer dans la créativité de la mode, et pas juste évidemment en termes esthétiques, mais aussi comment on va s'inspirer de tout cela pour apporter des solutions stylées, mais qui nous permettent de nous protéger aussi de ces agressions toujours présentes, ou qu'on pourrait avoir peur qu'elles reviennent. Voilà. Donc, bien évidemment, ça se traduit dans un premier temps, on l'a vécu et on peut le constater, dans un réinvestissement de la maison, qui devient un lieu sanctuaire, qui devient un espace de bien-être, à la fois pour se déstresser et pour se stimuler. Et là, donc, on va recréer l'environnement physique. Il
va devenir cocon, donc dans les matières, dans les couleurs, dans la décoration qui sera là effectivement soit pour se réévader parce que des souvenirs, soit pour sourire parce qu'on a mis des objets amusants, soit des petites phrases pour nous inspirer au quotidien, pour nous faire bien démarrer le matin par exemple. Un lieu aussi où on va bien s'occuper de soi, que ce soit au niveau de l'alimentaire, se faire plaisir, que ce soit au niveau très très important de tout ce qui est produit de beauté, rituels de soins, rituels de peau. Et on le voit effectivement même auprès des personnes très très riches. Là, on a un exemple, comme vous pouvez le voir, auprès des très riches en Chine. Qui sont très très axés là-dessus. On le voit également au Japon dans des expressions virtuelles de spa, où on se met effectivement devant avec un casque de réalité virtuelle et on permet effectivement de déstresser, de rentrer dans une sorte de zénitude virtuelle. Voilà, donc énormément de moyens, où on cherche en tout cas énormément de moyens de se faire plaisir chez soi. Mais aussi, comme je disais, la stimulation, donc une stimulation qui va passer par de la créativité, mais une créativité plus sérieuse, plus investie, avec un côté professionnel. D'ailleurs, on le voit, par exemple, là aussi au niveau de la cuisine, ce sera des grands chefs qui vont nous accompagner dans cette créativité. Donc, c'est pas juste aller chercher une recette sur Internet, c'est vraiment aller plus loin. Dans cette recherche de créativité, d'expression de soi, ou comme les exemples là, c'est devenir carrément artiste, ou devenir aussi compétent, aussi inspirant que les grands tailleurs de Savile Row à Londres qui ont lancé par exemple une compétition justement pour un nouveau tailleur londonien des Savile Row. Donc, une créativité, là aussi, très, très poussée, très investie. Ou encore, aussi, autre phénomène très important et qui va impacter la mode, comme je pense qu'on peut déjà le voir, au niveau de tout ce qui est tenue intérieure, donc qui va affecter à la fois les tenues sportives, mais aussi les tenues intérieures simples, simplement pour être dans le confort, d'être dans le cocon, d'être dans la détente. C'est toute la tendance des fitness studios chez soi. Donc, pour les plus aisés, évidemment, des machines brandées très, très haut de gamme, voire des équipements comme on peut le montrer là par Biobutant pour là aussi avoir un équipement très luxueux. Mais quoi qu'il en soit, on a bien vu, on s'organise des manières de s'entretenir physiquement chez soi dans cette période. Et certainement, là aussi, un phénomène qui va durer un petit moment, déjà parce que les salles de sport je pense que la refréquentation va mettre un peu de temps et puis ça participe, comme je disais au départ, au bien-être mental. Il faut bien s'occuper de son corps pour se sentir bien aussi dans sa tête. Et bien entendu, ça permet de construire sa résilience, la physique et mentale. Donc, on sort quand même de la maison, puisque la maison, ça va qu'un temps, même si effectivement le cocon, il fait toujours bien d'y vivre. On sort de la maison et là, on va chercher autre chose. C'est une autre forme d'échappatoire, une autre forme d'évasion. Et de manière assez intéressante, ça va passer par une recherche de force dans la solitude, dans l'isolement, plutôt que cette forme de solitude, d'isolement que certains ont pu vivre certainement à des moments du confinement. Donc là, on va le retourner, on va y trouver du plaisir, y retrouver de la force, en se retirant loin, très très loin. Donc on voit là dans un exemple, ce sont des hôtels absolument spectaculaires, et dans des lieux au fin fond du monde, en Patagonie, Tanzanie, etc. Ou alors, dans le deuxième exemple, où on peut louer une île pour soi et quelques amis, 100 ans, mais effectivement, c'est que pour soi. Ou encore, dans le troisième exemple, où on est en retraite pendant 5 semaines. Là, c'est une retraite dans les Péloponèses, où pendant 5 semaines, on ne voit personne, on s'occupe de soi, ou plutôt, on s'occupe de nous.
Et c'est une expérience totalement immersive et holistique. Et on se transforme, on se recrée, on se renouvelle. Voilà, donc cet isolement finalement devient plaisir. Donc bien évidemment, à travers ces exemples, on voit bien que là, il s'agit d'une part d'une préoccupation qui s'enflait bien auprès des plus aisés, mais on commence à voir également des réflexions, des traductions pour une population un peu moins aisée, néanmoins avec des moyens, parce que les hôtels, les lieux de retraite commencent à réfléchir à comment apporter justement des spas ou autres traductions de bien-être pour pouvoir répondre aux besoins aujourd'hui de leur clientèle, retrouver une forme de plaisir dans la quiétude, dans la retraite, dans une certaine forme de solitude. Là aussi, pour aller plus loin, donc là c'était une sorte d'évasion plaisir, de solitude plaisir. Là, on passe sur un registre d'évasion, vraiment d'échappatoire, de chercher comment échapper à une situation qu'on estime dangereuse. Là aussi, les exemples qu'on présente montrent bien qu'aujourd'hui, la crise touche bien les populations les plus aisées, puisque dans les solutions qui sont présentées là, en premier lieu, c'est acheter des nationalités, donc acheter des passeports. C'est une industrie extrêmement lucrative. Je pense aujourd'hui, ça pèse plus de 4 milliards. Et au cours de l'année passée, il y a eu un bond de 42% de demandes supplémentaires. Et évidemment, au cours de ces derniers mois, une très très forte demande, évidemment, par rapport au coronavirus. Donc là, carrément, on s'offre la possibilité de choisir son pays d'exil au cas où il y aurait une autre catastrophe ou une deuxième vague de coronavirus ou autre chose. Mais en tout cas, on a des plans d'évasion, d'échappatoire. Ou encore, là, dans le deuxième exemple, on voit le flight pooling offert par Jet Class. Donc, le flight pooling, comme vous avez pu le comprendre, et la traduction en jet privé du carpooling. Et là, effectivement, ça permet de s'échapper ensemble pour un prix un peu moins onéreux. Ou encore le troisième exemple où carrément le jet privé devient une deuxième maison. Donc là, on est dans les airs et on échappe à tout ce qui peut se passer sur Terre. Et finalement, en quatrième exemple, donc il y a cet échappatoire, mais il y a aussi un phénomène de bunkerisation, là aussi dans des conditions extrêmement luxueuses, puisque l'exemple qui est présenté là, c'est quand même une villa à 53 millions de dollars. Mais effectivement, c'est un bunker, on est autonome, on peut survivre là un certain temps. Il y a les fameux panic rooms comme il y a pour les présidents. On appuie sur un bouton et puis voilà, tout se transforme, se ferme. On est encore plus cloîtré que la maison, que la villa le permet. Donc vraiment un phénomène de bunkerisation. Là, c'est clair que on voit la problématique pour les personnes les plus riches et à un niveau, on va dire, plus modeste. On voit quand même, ne serait-ce que par exemple en France, mais aux États-Unis aussi, des personnes toujours pas aussi riches évidemment, mais avec des moyens, cherchant à quitter les grandes métropoles, troquant leurs appartements ou maisons en ville contre des maisons dans les campagnes, sans partir non plus au fin fond du Larzac, mais il y a quand même cette réflexion, ce mouvement, cette recherche. Et puis, toujours donc sur ce registre de s'évader, d'échappatoire. Là, autrement, là, c'est plus par effectivement la créativité, par l'imagination. On le voit notamment dans la mode où on voit l'expression. Donc, d'un côté, il y a tout le côté confort, détente, simplicité, et de l'autre, il y a une sorte d'exubérance dans les couleurs, dans les formes, dans les idées. Voilà, on revient à des choses qui permettent une très très grande créativité, qui ne sont pas forcément portables tous les jours, mais en tout cas, on se lâche là-dedans. On le voit aussi dans la créativité des
des intérieurs de restaurants. Et puis on le voit dans un domaine très très important aujourd'hui pour les acteurs du luxe, c'est le gaming, hein, qui est devenu très très important. Et donc, d'une part, comme un point de rencontre, effectivement, avec le consommateur, offrant aussi un certain contrôle, comme on le voit avec Animal Crossing, puisqu'on peut créer son univers, contrôler ce qui arrive à ces personnages. Et puis, en plus, ces grandes marques offrant des collections, donc soit pour habiller ces petits personnages comme dans Animal Crossing, soit comme a fait Gucci, pour habiller ses avatars, donc des collections absolument magnifiques présentées par ces marques, à la fois donc dans un nudisme, dans un contrôle, dans du plaisir, donc offrant vraiment un autre univers, une autre forme d'expression et d'évasion à travers les marques de luxe et le gaming. Voilà. Et donc pour terminer sur le chapitre du mental wellness, aussi on va chercher à entre guillemets se défendre avec style ou se protéger, hein, puisque on est quand même dans cette notion de protection, que ce soit dans le cocon, que ce soit dans le fait de s'évader pour s'isoler, que ce soit chercher un autre pays où vivre ou il fait mieux de vivre parce qu'il y a moins de coronavirus, etc. Donc on est quand même énormément autour de cette idée de protection, et on en trouve là aussi dans le style, dans la mode, et énormément aujourd'hui qui commence à s'en inspirer. Donc là, on a quelques exemples. La visière, qui est intéressante parce qu'il y en a beaucoup qui ont travaillé sur le masque, un peu moins qui ont travaillé sur la visière. Donc toujours on se pose la question de comment le transformer en fait en accessoire, quelque chose qu'on n'avait pas envie de porter et qu'on n'imaginerait pas porter, mais comment le rendre effectivement élégant. Le deuxième exemple, c'est une chanteuse américaine qui a porté donc un hazmat, donc en fait une combinaison contre les produits toxiques, ou en tout cas une combinaison inspirée des combinaisons contre les produits toxiques, qu'elle a peinturé avec les logos Vuitton. Elle a sorti un sac rouge Vuitton, donc tout allait très bien. Et plus bas, vous voyez une veste qui non seulement répulse les virus et autres bactéries, mais les tue. Une veste qui est faite entièrement de cuivre. Donc je pense que là, ils ont dû utiliser pour cette version 7 km de cuivre. Pour cette veste, il y a une version haut de gamme qui utilise 11 km de cuivre, donc qui offre la même efficacité, et aussi donc des tissus, là en l'occurrence fabriqués en Italie, pour donc vente aux acteurs du luxe, et qui là aussi sont antiviraux. Donc on voit, il y a énormément là aussi d'efforts dans ce sens, et on le voit très notamment par ailleurs dans les traductions de mode et de style aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'était pour le personnel wellness ou le mental wellness. Il y a évidemment l'aspect wellness social. Donc comment socialiser tout en sécurité, comment en fait retrouver une normalité, ou comment trouver une nouvelle normalité dans sa socialisation. Dans les restaurants, on rivalise d'idées, on voit les cloches autour de la table assez intéressantes. Il y a un étoilé Michelin aux États-Unis, Dallas, qui a imaginé à l'ouverture, comme il voulait absolument respecter les grandes distances entre les tables, il a installé des mannequins grandeur nature, habillés de manière très, très élégante à des tables, l'histoire de remplir l'espace. Et puis, voilà d'autres exemples. Et au-dessus, surtout, donc, un hôtel Hammam qui ouvrira bientôt ses portes, qui favorise là des espaces publics, hein, qui crée des espaces publics où les gens peuvent se retrouver, socialiser tout en sécurité. Voilà, mais fait pour. Donc, c'est pas juste se croiser dans les hôtels, c'est vraiment des espaces pour se rencontrer et échanger. Et pour finir, donc, le wellness ambiant qu'on illustre ici dans les hôtels, dans le voyage et notamment dans le retail. Donc, je vais passer
un peu rapidement sur les hôtels et le voyage, pour passer un tout petit peu plus de temps sur le retail qui nous intéresse dans les hôtels. Et chose très très importante, au-delà de l'hôtel ou même les restaurants ou le voyage ou le retail, ce qu'on voit là, c'est forcément la place prépondérante que va prendre la technologie, puisque c'est elle qui va nous accompagner vers une sécurité sanitaire, et va donc nous permettre à la fois de retourner dans les hôtels, de recommencer à voyager dans de bonnes conditions et évidemment de retrouver du plaisir dans le retail. Donc la technologie un peu partout, très très important. On le voit là dans les hôtels, notamment autour du sanitaire. On le voit à travers tous les exemples. Et bandé, très très important. C'est pas juste on vous nettoie votre chambre, c'est chaque hôtel a demandé effectivement son service et travaille en étroite collaboration. On parle évidemment des grands hôtels, et travaille en étroite collaboration avec des scientifiques, des médicaux, des grandes cliniques, etc., pour aussi évoluer en fonction de la situation et apporter des modifications si nécessaire. On le voit. Valérie, oui. Il faudrait aller un petit peu plus vite pour qu'on puisse garder un peu de temps pour les questions. Oui, pardon. On le voit dans le voyage, où là aussi on met en place énormément de choses, surtout sans contact, ou alors des moments où on sent même pas de l'univers, donc on est un peu comme un coq en pâte. Voilà. Et puis finalement dans le retail, on va le voir sur l'environnement physique, tant dans la propreté que dans la circulation à l'intérieur, que le nombre évidemment de personnes qu'on va laisser rentrer dans les boutiques, et sur comment on va redéfinir cette expérience, donc comment on interagit avec le personnel, comment on circule, comment on touche ou pas, etc., comment on essaye et où est-ce qu'on peut le faire en boutique ou chez soi, etc. Donc il y a une redéfinition de l'expérience. On le voit donc, ça c'était pour l'aspect physique, on le voit au niveau des applications virtuelles. Donc on va pouvoir chez soi potentiellement faire des tests ou alors par la réalité virtuelle et en magasin ou en dehors du magasin, voir un peu comment les produits nous vont, etc., etc. Et finalement, un mélange des deux. Donc le digital safety, donc là très très technologique, mais qui n'empêche pas qu'il y a le facteur humain. Je ne rentrerai pas dans les détails de tous les exemples là, c'est quand même SK2 qui est allé très très loin là-dedans. Voilà, et donc on peut personnaliser parce qu'on prend une image virtuelle de soi au départ. On a un scan personnalisé en cabine de sa peau. On peut choisir sans rien toucher, mais juste en passant sur la table virtuelle les produits qu'on cherche ou qu'on souhaiterait voir, etc., etc. Donc, une mise en place là aussi très, très technologique. Mais alors, ce qu'il ne faut pas, parce qu'on parle énormément dans les technologies, qui évidemment est très, très importante et qui veut nous accompagner dans cette transformation, dans cette nouvelle normalité, il ne faut pas oublier que dans le luxe, quoi qu'il en soit, ce plaisir passe par le lieu physique, ça c'est sûr, et passe par l'humain. Et ça sera toujours une constante. Donc, évidemment, le rôle, les rôles vont évoluer, vont changer, mais ce sont des constantes incontournables. Voilà, Stéphane, je pense que je peux te repasser la parole. Voilà, alors pour conclure, effectivement, finalement, le luxe, sa caractéristique numéro un, c'est la résilience, mais il va falloir arriver à réinventer une désirabilité dans la société post-coronavirus. Et là, pour ça, on a donc 9 mots-clés, 9 tendances clés qui vont nous aider à construire cette résilience. L'authenticité, on l'a vu, le local, l'écologie dans sa dimension large, le slow au sens d'un courant à la fois économique et presque spirituel autour de la lenteur, le sens, la valeur, le sens, le bien-être, le wellness dont on a parlé abondamment avec Valérie, l'autorité de la marque, l'autorité du discours, l'autorité de la parole, l'autorité même de la création, la solidarité dans ce nouveau geste je dirais, où le luxe se rend beaucoup plus généreux, et puis la protection, puisqu'il va falloir considérer qu'à partir de demain et d'aujourd'hui, les clients, les consommateurs veulent se sentir protégés.
Alors voilà les 9 mots-clés, les 9 mots qui nous paraissent être très importants et qui vont dicter un petit peu le luxe de l'après-Covid. Et enfin, pour cela, j'avais une question d'ailleurs qui m'est apparue pendant cette présentation. Finalement, effectivement, il y a deux voies pour arriver à construire cette résilience. Il y a une voie qui est toute tracée pour les grands acteurs, les grandes marques qui auront cette capacité à travers leur prestige, l'héritage, leur histoire, à incarner cette force, cette résilience, elles sont par nature résilientes, c'est leur caractéristique numéro un. Mais ce n'est pas que ça, il y a aussi l'agilité d'un certain nombre de petits acteurs, plus petits. Alors, beaucoup de marques seront abandonnées, seront perdues en chemin, puisqu'effectivement, le luxe de l'après-Covid, ça sera aussi quelques marques qui ne pourront pas survivre à la crise, mais un certain nombre d'acteurs malins qui sauront innover sur ces axes d'innovation qu'on a définis largement dans cette présentation, auront une place intéressante à aller chercher si elles le jouent avec intelligence et avec subtilité. Donc, on a effectivement deux voies. La voie des grandes maisons, et elle est fortement identifiable à tout ce qu'on a vu, puisqu'elles incarnent un peu toutes ces grandes tendances, mais il faudra qu'elles les affirment, et notamment sur les éléments qu'on a soulignés comme étant nouveaux, de l'autorité et sur l'élément du wellness, et puis ces petites marques agiles, intelligentes, malignes, qui viennent occuper l'espace. Alors, nous allons, et c'est la conclusion, donc on passe aux questions, je vais passer la parole à Rémi, parce que nous allons lancer pour continuer cet échange qu'on a eu, qui est une espèce de travail que IFOP a fait avec Sociovision sur la recherche de ces axes, de ces tendances, de ce qui caractérise ce luxe de l'après-Covid. Nous allons lancer une étude qui sera une étude qui va quantifier tout cela, qui va donner. Je vais passer la parole à Rémi qui va vous parler de cette petite minute finale sur notre attention. Donc, c'est une étude qui va certainement beaucoup vous aider dans l'appréhension de cette période de l'après-Covid. Oui, tout à fait. En fait, en deux mots, hein, l'idée est de prolonger le travail que nous avons accompli en lançant une étude pour objectiver, au fond, toutes les observations que nous avons faites, toutes les anticipations que nous avons formulées, que nous vous avons présentées aujourd'hui. Et donc, il nous a paru important d'aller un cran plus loin pour quantifier auprès d'une population représentative aujourd'hui des clientèles du luxe sur un certain nombre de marchés stratégiques. Donc, en particulier, le marché américain, le marché français, le marché chinois. Notre idée, c'est qu'il faut essayer de comprendre au fond, et c'est quelque chose qu'on va lancer à partir de l'automne. Donc, évidemment, c'est une étude en souscription que nous vous proposons, et nous serions ravis, évidemment, de vous impliquer dans la démarche qui commence, où on va s'interroger sur, au fond, qu'est-ce que change cette crise. On a vu qu'il y a à la fois des aspects qui reviennent à chaque crise, et puis il y a des aspects nouveaux qu'on a vus avec Stéphane et Valérie, et que nous souhaiterions véritablement vérifier, c'est jusqu'où, justement, ce caractère inédit risque de changer les choses. Donc, on est en train de concevoir un questionnement autour d'un certain nombre de thématiques, notamment les valeurs, voir si elles ont changé, les valeurs associées au luxe. Il y a toute une réflexion qui est menée depuis des années sur quelle responsabilité pour le luxe. On a beaucoup parlé de solidarité, mais on va essayer de quantifier, est-ce que ça correspond à une attente, est-ce que c'est véritablement la même chose sur les trois continents, et évidemment, on essaiera de comprendre ce qui a changé en matière d'habitude de consommation. On sait que le digital a été clé pour permettre de prolonger l'expérience, et on verra cela à travers certaines catégories que vous voyez à l'écran. Et cet outil, donc, on va le porter, et n'hésitez pas à nous contacter, pour avoir plus d'informations sur le détail, et évidemment pour que l'on vous en parle de façon plus précise. Voilà, donc c'est vraiment une initiative inédite, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui d'études sur un sujet qui couvre tous ces éléments, et nous travaillerons sur une population qui est, je dirais, le cœur de la population haute du luxe, puisqu'on travaillera sur le top 10%, donc on sera vraiment sur une cible très pointue, avec une très grande rigueur dans la sélection des personnes qu'on interrogera et de leur proximité au secteur du luxe. Alors, je vais prendre pour terminer j'ai noté des questions qui sont arrivées tout au long de cet échange qu'on a eu avec vous. D'abord, il y a eu une première question, alors je vais les prendre dans le désordre ou dans l'ordre. La première, c'est est-ce qu'il y a des comportements différents en Chine de ce qu'on a sur les autres continents? Ça m'a paru être une question intéressante. Est-ce que
Est-ce qu'il y a une particularité? Alors, je ne sais pas qui veut prendre la question. Valérie, peut-être, qui a beaucoup travaillé sur les Chinois, mais également, n'hésitez pas l'un ou l'autre à prendre la parole. Je la prendrai moi aussi si j'ai des choses à dire. Moi, en tout cas, je dirais une première chose sur la Chine, c'est que c'est vrai que toute l'historique qu'on a mis en perspective, c'est très occidental, notamment parce que la Chine est sur les 30 dernières années a fait son parcours d'émergence avec une économie extrêmement forte. Donc, n'a pas réagi effectivement de la même manière. On réagit ensuite à une petite décroissance dans un premier temps, etc. Mais effectivement, ça ne reflète pas. Ça ne reflète pas cela. En revanche, pour la Chine, tout ce qui est valeur du luxe, ADN, c'est quand même, en tout cas jusqu'à présent, des suiveurs. Là, ça commence aussi à changer par rapport au marché intérieur. Donc, ils ont quand même subi, en tout cas, ces différents retours à l'essentiel, aux ADN du luxe et aux manières de consommer. On le voit d'ailleurs dans leur propre crise intérieure, qui a des réactions très, très similaires. Ne serait-ce que même par rapport au parti, par rapport à l'ostentation, etc., etc. Donc, on retrouve même sur des ressorts un peu différents, à partir du moment où il faut être plus discret, plus minimaliste pour se protéger et pour réagir aux différentes crises. On voit un peu les mêmes résultats sur ce retour vers l'essentiel. Oui, je rajouterais juste une chose, c'est que c'est la raison pour laquelle on lance ce dispositif. C'est vrai que sur la Chine, on a peu d'expérience de crise. Il y a celle de 2008-2009, mais avant, il n'était pas véritablement en partie du marché. Donc, ça va être très intéressant de constater, parce que le marché chinois a beaucoup évolué ces 10 dernières années, est devenu beaucoup plus mature, et il est probable qu'un certain nombre de mécanismes qu'on trouvait en Occident dans les décennies précédentes se retrouvent. En tout cas, hypothèse à vérifier. J'ajouterais quand même que sur le wellness, on est certain que la Chine est un pays oui, tout à fait. À la protection, à l'innocuité, à la défense. On est vraiment sur un marché qui est extrêmement réactif à cette tendance. Et sur l'autorité, et je dirais le sens, on sait aussi que c'est un marché qui a besoin de beaucoup d'éléments pour se faire embarquer. Hein. La force de la marque, sa puissance, sa souveraineté sont des éléments clés. Donc certainement qu'il y a des tendances qui seront même affirmées en Chine. Deuxième question, à mon avis, et Rémi, j'aimerais bien t'entendre là-dessus, c'est est-ce que le refus de l'accumulation s'oppose à la pensée survivaliste? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en opposition entre ces deux grands axes? Non, pas nécessairement. Alors, si je comprends bien la question, ça serait que le survivalisme, au fond, c'est l'idée de faire des stocks, d'accumuler pour se prémunir d'une crise à venir. Mais dans la pensée survivaliste, il y a évidemment ça, c'est se protéger d'une catastrophe à venir, mais il y a aussi l'idée de vivre de façon plus simple. Il y a apprendre à vivre de façon plus sobre, en s'économisant. Il y a cet idéal d'autarcie dans la pensée survivaliste, tel qu'elle s'exprime par exemple en Amérique du Nord. Il y a l'idée au fond de retour à une vie plus authentique également. Donc je ne dirais pas que ça s'oppose. Au contraire, je dirais que dans la pensée survivaliste, et elle est tirée dans sa logique ultime, les survivalistes amateurs de luxe, pour le dire ainsi, seront aussi amateurs d'une consommation qui ne soit pas dans l'accumulation justement, mais qui soit plutôt dans une accumulation de l'essentiel, c'est-à-dire j'achète des choses qui vont vraiment me servir, qui vont vraiment me permettre de traverser l'épreuve de l'histoire. Il y a une autre question intéressante, c'était sur l'impact particulier de cette crise sur le changement, en tout cas en termes d'intention des modes de consommation. Est-ce que cette crise va plus installer l'idée qu'il faut changer? On en a déjà débattu hors du secteur du luxe, mais est-ce que pour le secteur du luxe, c'est une crise qui va bouger cette tendance de déconsommation ou de moindre consommation? Je pense qu'il y a un petit problème de son parce que je n'ai pas entendu le début de la question et Rémi a disparu. Je demandais si cette crise va changer différemment des autres, cette urgence du changement du mode de consommation, de décélération. Est-ce que ça va avoir un impact plus que les autres crises? Je pense que ça va un impact plus que les autres crises, en ce sens que ça a quand même affecté, comme on a pu le dire au départ, un peu l'ensemble. La différence sur cette crise, c'est pas juste
un aspect, c'est pas juste économique, pas juste sanitaire, c'est vraiment l'ensemble de la société. Et par conséquent, il y a énormément de dimensions à revoir. Les gens ont forcément davantage peur, tout au moins en Occident. Là aussi, c'est vrai qu'il y a des différences par rapport à la Chine dans les projections, mais et de ce fait, beaucoup plus de prudence, beaucoup plus de conservatisme, beaucoup plus de retenue. Et par conséquent, oui. Ouais. Ouais. Rémi, tu es d'accord avec que j'imagine que oui, mais tu aurais Oui, quelque chose à rajouter? oui, tout à fait. Je dirais juste un point. Il y a un mouvement qui a commencé avant la crise sanitaire. C'était le tournant responsable des marques de luxe. Et je pense que ce que cette crise va avoir comme effet, c'est d'accélérer ce mouvement-là. Je pense que le luxe va toujours être présent et attractif et valorisé par ceux qui l'aiment, mais il va devoir intégrer, à l'évidence, cette composante-là. Alors, je vais prendre une dernière question, parce qu'on avait décidé d'arrêter à l'écart. Donc, je vais prendre une dernière question qui est celle finalement, est-ce que, et c'est une question intéressante, parce qu'on se l'est posée, hein, mais je vous la repose également, est-ce que finalement, tout cet espace hyper hygiénique et de protection va entamer le rêve du luxe pour les clients? Est-ce que ça va finalement j'ai pas le sentiment que oui. Enfin, d'une part, je pense que le luxe est quand même très puissant. Je parle pas de la puissance des grands groupes, mais l'idée du luxe, qu'apporte le luxe, le fait d'offrir, au contraire, de la sécurité hygiéniste, si on revient sur le retail par exemple, c'est pas d'aseptiser le luxe. C'est d'offrir des environnements où, lorsqu'on rentre, on se sent totalement à l'aise, où c'est du seamless. Voilà, donc on va retrouver une autre forme de contact, de relation, etc., qui va permettre justement de retrouver la sensorialité, de retrouver le plaisir, de réenchanter cette expérience. Donc, ça va le transformer, et il faut le transformer, mais je ne pense pas du tout que ça va détruire le luxe et le rendre hyper hygiéniste. Alors, moi, j'ajouterais deux choses. Je pense que ça peut également donner, dans ce besoin de personnalisation, il y avait une question sur la personnalisation. Oui, tout à fait. Est-ce que oui ou non, ça va pousser cette personnalisation? Je pense que dans l'expérience retail, c'est une opportunité aussi je dirais de désemplir un peu les magasins, les boutiques, oui, pour créer davantage une expérience individuelle et personnalisée. Et c'est vrai que c'était une des critiques qu'on entendait souvent dans nos interviews, notamment en termes d'expérience client. C'est une espèce de forme de ras-le-bol de ces boutiques très pleines, très chargées, où il n'y a plus d'espace, de temps passé au storytelling, à l'échange individuel. C'est une opportunité pour les marques de luxe de retrouver de l'intimité dans la relation commerciale avec le client, dans la capacité qu'on aura à l'emmener dans une expérience personnalisée unique. Je pense qu'il y a aussi d'autres opportunités, on l'a vu, une marque comme Guerlain qui a lancé à travers ses produits, ou Dior qui ont lancé des savons, des produits qui étaient adaptés à leur univers, à cet univers de l'aseptisation, des gestes quotidiens de santé. On a aussi cette capacité que le luxe a à réenchanter des gestes simples, à redonner de la valeur à des moments qui ne sont pas forcément des moments positifs de la vie. Et donc, je pense que le luxe a une carte à jouer dans l'enchantement de ces moments qui ont été des moments de stress, je dirais un petit peu d'angoisse, et qui peuvent redevenir des moments positifs parce que le luxe sait les transformer. Donc, je pense qu'on a quelque chose d'important. Je vois une dernière question de Nourit intéressante sur les mouvements activistes des Gen Z. Est-ce que oui ou non, le luxe va s'exposer à des mouvements négatifs? Peut-être Rémi là-dessus, qui a beaucoup travaillé sur les mouvements sociaux, et on terminera là-dessus. Oui ou non, y a-t-il un risque que le luxe se fasse déclasser auprès des jeunes générations parce qu'il est montré du doigt et critiqué par les activistes? Oui, je pense qu'à moyen terme, c'est le cas, puisque je pense que la génération qu'on appelle la génération Z ne peut que sortir renforcée dans ses convictions écologiques responsables et tout son combat qu'on a vu au cours des dernières années. Et par conséquent, ça va exercer une pression, mais au fond, c'est un mal pour un bien ou c'est une pression pour un bien, c'est-à-dire que ça va obliger les acteurs, de toute façon, à mettre en accord leur déclaration d'intention et puis leurs actes. Et donc, je pense que parce que l'autre aspect de cette génération, c'est qu'elle est aussi amatrice d'objets, de consommation, etc. Donc, l'idée
C'est le grand enjeu de la décennie qui s'ouvre, 2020-2030, réconcilier plaisir et responsabilité, réconcilier justement la société de consommation et puis le respect d'un certain nombre de la qualité de la vie et de la nature. Merci beaucoup. On va clore ce webinaire FOPATOM. Merci de votre présence. Vous étiez nombreux et on a passé un bon moment avec vous. Et j'espère que vous aurez appris des choses et que vous serez près de nous pour nous accompagner dans notre étude que nous lançons prochainement. Excellente journée à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Rémi.